Ainsi débute cette histoire, avec un jeune homme humilié par les dieux, passé du statut de prince respecté à celui d'homme châtié, perdant même la vue par leur brutalité. Ici, il cherche son frère dans le château qui lui appartenait, mais il se fait attaquer par un traître, lui aussi vendu aux dieux. Malgré ses blessures, le mutilé Sao Yun arrache la lance, lançant un combat où l'albinos prouve qu'il a du talent, qu'il ait des yeux ou non. Malgré tout, après une simple entaille, son frère Bai ne lui laisse qu'une seule option: faire croire à tous qu'il l'a tué, organiser ses funérailles, mais il devra renoncer à son nom et au royaume. Le protagoniste lui prouve qu'il aurait pu le tuer avant, mais il accepte l'accord. Le blond risque des ennuis pour l'avoir épargné, mais hors du royaume, il ne survivra sans doute pas un jour. Pendant ce temps, on voit qu'il y a des années, le nom Sao Yun représentait le héros de l'humanité, car il a sauvé tout le monde du démon connu sous le nom de Kuiva, qui renaît tous les 133 ans. Cependant, les dieux ont décidé qu'il péchait contre eux et l'ont humilié avec les pires châtiments, tandis que son frère s'emparait de ses titres. Il ne lui reste que la lance qu'il a blessée pour survivre. Puis 30 ans plus tard, dans cette petite communauté pauvre, le vieil homme est craint des villageois. Mais avec ce forgeron comme ami, qui en plus d'améliorer son arme, l'avertit qu'il y a des bandits qui l'observent. Eh bien, Sao Yun se retrouve dans la forêt pendant que ses voleurs sont convaincus qu'ils vont tout prendre à un aveugle. Pour eux, c'est facile. Il essaie de les avertir, mais ils le forcent à utiliser un seul mouvement avec lequel il démembre tout le groupe. Au final, c'est toujours la même chose. Seuls ceux qui veulent le tuer pour les 50 000 pièces de cuivre que vaut sa tête l'approchent. Voilà pourquoi il a un cimetière dans sa cour. À peine arrivé pour se reposer, il rencontre une présence si rapide et puissante qu'il croit que son frère a enfin engagé un bon assassin. Cependant, aussi fort soit-il, il ne s'agit que d'un simple enfant qui, en plus, ne fait que jouer avec lui tout en le serrant dans ses bras. Il n'y prête pas attention. Mais la nuit, un bandit se sert de l'enfant pour entrer et prive le vieil homme de sa perception. Et c'est le petit, se sentant coupable, qui finit par le sauver. Le problème, c'est qu'il n'est pas habitué à tuer. Alors le vieil homme prend la responsabilité, il le calme un peu et pourtant, quelques instants plus tard, il l'emmène avec lui pour enterrer le cadavre. Ici, les deux comprennent qu'ils sont tout aussi exilés par la société, car l'enfant aussi est abandonné et dort dans les ordures. C'est pourquoi il reste avec lui et décide de l'appeler un enfant, à qui il enseigne peu à peu l'art de canaliser le pouvoir et de le transformer en attaque puissante. Mais le vieil homme est surpris car l'œuvre de cet enfant est trop grande. Malgré tout, ils rentrent à la maison où le forgeron lui raconte que le Kuiva, le démon, est réapparu. Et cela pourrait être l'occasion de retrouver et de se venger de son frère. Cependant, dans la nuit, il se rend compte que l'apparition du Kuiva est réelle, car il est dans le corps de Milin. C'est dangereux car il se rappelle que dans l'Alliance, il ne pouvait qu'éliminer la créature rapidement. Il l'emmène au lac pour le noyer, du moins en apparence, car des années plus tard, Milin utilise l'eau pour canaliser son chakra, en supprimant l'aura de Kuiva, et c'est justement pour cela qu'ils ont du mal à suivre sa trace depuis le ciel. Jusqu'à ce village que personne ne connaît à cause de sa pauvreté. Et en plus, il est en montagne. Malgré tout, les villageois apprécient le jeune homme pour son travail et son statut de meilleur vendeur local. Pourtant, une épidémie se propage à leur insu dans la région. Le vieil homme demande à Milin de canaliser le pouvoir et de protéger le fruit pendant qu'il rentre chez lui. Cependant, pendant que le vieil homme revient, seul Ming Chang apparaît. Le seul de ses guerriers restés fidèles l'a averti de l'épidémie, attribuée selon la rumeur au Kuiva. Désormais, chacun possède une pierre réagissant aux démons. Sao Yun doit donc prévenir le jeune homme, mais il réalise d'abord qu'il est aussi infecté. C'est alors que le chef du village, Yehuya, apparaît. Il tente de fuir avec ses hommes par la frontière en utilisant des personnes infectées, ce qui conduit à l'enlèvement du vieil homme. Pendant ce temps, Milin réussit la mission, bien qu'avec un peu d'aide de cet elfe inconnu. Le fait est qu'en arrivant chez lui, il ne trouve qu'une marque qu'il connaît depuis son enfance. Cela signifiait qu'il y avait un grand danger dont il devait s'échapper. Évidemment, il part à la recherche de sa seule famille. Il les retrouve sur un pont où Yehuya explique clairement qu'ils doivent s'enfuir au cas où les dieux lanceraient une vague d'extermination qui les effacerait tous. Le protagoniste veut seulement sauver le vieil homme. Il défie le chef du village en duel et un combat à coups de poing débute. Le vieil homme s'énerve à cause de son petit. Cependant, son chevalier lui rappelle qu'il ne doit pas s'énerver. D'autant plus qu'il prépare leur vengeance et qu'ils comptent récupérer tout ce qu'on leur a appris. Pendant ce temps, le protagoniste est désavantagé face à ce fouet modifié et doit protéger le fruit de son maître. Il réalise que la force seule ne suffit pas pour gagner, mais aussi de savoir clairement ce qu'il veut protéger. Il arrête la dague à main nue et projette alors son adversaire contre un rocher grâce à une puissante énergie. L'albinos admet son erreur, mais en plus, conformément à la loi, il remet tout à son peuple, même sa forteresse. Mais ce type ne se soucie que des personnes.
pendant que son maître le félicite d'avoir réussi l'épreuve. Une force que tous commencent à respecter. Ici, plusieurs jours passent pendant que nous voyons le général, une sorte de génie de la technologie, obsédé par l'idée d'éliminer Quiva. En fait, il connaît toute son anatomie. Pourtant, il est frustré, car malgré tant de guerres, les humains n'ont jamais pu se défendre contre le démon. C'est pourquoi ils doivent atteindre la limite nécessaire pour obtenir une arme. Cependant, il est curieux que ce type et toute la zone qui l'entoure ne comptent pas un seul infecté. Donc pour le forgeron, ce gars a dû trouver un remède, qui pourrait être parfait pour Shao Yun. Le problème, c'est qu'il y a des rumeurs sur ce type. À l'entrée de sa grotte, on entend les lamentations des enfants qu'il utilise pour expérimenter. C'est pourquoi le vieil homme dit au chevalier de ne pas laisser Milin prendre un tel risque. Cependant, le type n'apprécie pas le protagoniste et le laisse partir à sa recherche. Il arrive dans une grotte surveillée remplie de pièges qu'il doit éviter grâce à sa vitesse, mais ils sont nombreux, il pense qu'il va mourir, jusqu'à ce que sa machine commence à indiquer que le Quiva est proche. Il n'arrive pas à croire que la créature qu'il cherche depuis 10 ans soit si proche. Tout explose jusqu'à son laboratoire. Il demande de sauver son père. L'homme, surpris de son apparence humaine et de sa naïveté, comprend qu'il veut juste aider sa famille. Il le fait asseoir, prélève du sang et confirme que c'est le Quiva. Sous prétexte de lui donner l'antidote, il le prépare. Le protagoniste remarque que le type a un robot très réaliste, même en pleurs. Le vieux le trompe, l'installe sur la chaise, abaisse ses défenses et l'anéantit avec le réacteur. Heureusement, Yehu est déjà dehors avec des canons affichant sa loyauté envers le protagoniste. Mais le vieux sait que ce n'est qu'un bandit. À un moment donné, il finira par devenir le démon destructeur que tout le monde connaît. Donc s'ils doivent se sacrifier pour atteindre leur objectif, il fera tout exploser. Milin a cependant d'autres intentions. Il tente de sauver le gars, l'accompagne à la porte, le supplie de sauver sa famille, puis reste enseveli. Cela rappelle au vieux pourquoi il a commencé à créer des armes capables de détruire le démon pour protéger sa famille. Mais cette obsession l'a fait négliger sa fille. Suite à une chute, elle a été gravement blessée, ce qui a accru sa colère contre le démon. Maintenant vengé, il se sent encore plus vide, un sentiment jamais décrit dans les livres. Que le démon est une personnalité aussi humaine, voire une famille. Alors il finit à genoux, pendant que Yeju l'emmène déjà pour qu'il accomplisse son travail. Cependant, à des décombres, Milin apparaît, ayant pris encore plus de risques. Pour sauver le corps robotique de la fille, un acte qui pousse enfin le vieil homme à baisser la tête. Pour la première fois, il devient un allié. Au retour au village, le protagoniste remarque une inconnue fascinante, tandis que le vieil homme se remet de sa maladie. Tout cela grâce au général qui répand l'antidote dans la région. Mais en plus, il s'est rendu compte que ce n'était pas à cause du démon. Ce virus a été créé par l'homme, et les villages de la montagne doivent s'allier, car une guerre commence ici pour contrôler la zone, gagnant des alliés au passage. Pendant ce temps, Yehuya devient chef des troupes, se montrant très calculateur, attaquant de nuit et profitant du terrain à son avantage. Au milieu de tout cela, le protagoniste ne trouve toujours pas la fille qu'il cherche. Cependant, comme cela cause beaucoup de problèmes et que des innocents doivent en payer le prix, un jour, il choisit une fille qui attire son attention et dit que c'est elle qu'il cherchait tant. Et même s'il la met en sécurité et lui donne à manger, elle est désespérée de s'échapper. Milin lui fait clairement comprendre qu'il ne se passera rien qu'elle ne veuille pas. Il cherche à éviter que ces hommes enlèvent d'autres femmes. Donc, après une semaine, il dira qu'elle ne lui plaît plus et qu'elle pourra partir sans problème. Cependant, en quelques jours, la fille commence à voir le protagoniste autrement, surtout le jour de la fête foraine, où pour lui offrir un œuf en cadeau, il affronte 2 géants dans un concours de force pour voir qui peut soulever le plus de poids. Au début, le protagoniste paraît vraiment minuscule, mais il a une résistance incroyable. Malgré tout, la fille s'inquiète. Mais le protagoniste a tout sous contrôle, ce qui, d'une manière ou d'une autre, l'impressionne. Ensuite, elle apprend qu'on prépare déjà leur mariage, ce qu'elle pense être un plan du protagoniste, mais le vieil homme lui dit que les gens du village ne plaisantent pas, qu'il doit prendre la fille au sérieux ou y renoncer. Arrive alors le jour du mariage, où la fille est prête avec sa robe, quand soudain un homme encapuchonné apparaît pour enlever la mariée. Tout le monde est inquiet et en alerte. Mais c'est le protagoniste qui la ramène chez elle, non sans d'abord lui montrer un paysage où pour la première fois, elle ressent à quel point cet homme est digne de confiance et quelque chose change pour elle. Elle prend alors le bateau, avance un peu, et soudain, elle se retrouve transportée au pays des dieux, où il s'avère qu'elle est vraiment la fille que le protagoniste cherchait tant, aux cheveux bleus mais camouflés, car elle a été envoyée pour trouver le Quiva. Cependant, après tout ce qui s'est passé, elle n'est plus sûre de rien. Pendant ce temps, le protagoniste est maintenant triste parce que le vieil homme ne peut pas voir tout ce qu'ils ont vécu. Il entend alors parler d'un tournoi dont le grand prix est un objet connu sous le nom d'œil de cristal, dont la principale fonction est de trouver le Quiva, mais il permet aussi de rendre la vue aux aveugles. Tout cela lors d'un événement organisé justement par le traître B. Le protagoniste arrive alors au Colisée,
où lors du contrôle, on tente de l'accuser d'avoir volé l'invitation, car les gens ordinaires ne peuvent pas être ici. Cependant, il est sauvé par le guerrier qu'il avait rencontré lors de son entraînement, qui lui explique que tout le monde ne peut pas accéder au tournoi, car le gagnant pourra aussi prétendre à devenir chef. De la alianza contra Quiva. El prota no sabe qué hacer. Mais il est évident qu'il a la force nécessaire pour participer. Et Bay, qui passait par là, le voit, même avec son ami Elfe qui est poursuivi avant la compétition, car la famille des lions aspire au leadership de l'Alliance. Il cherche donc à éliminer les plus puissants avant le tournoi. Le protagoniste va l'aider avec les enseignements que lui a transmis son vieux maître. Arrive alors le jour de l'événement, où justement l'elfe parvient à atteindre la finale contre un adversaire monté qui n'arrive pas à croire qu'on laisse des handicapés concourir en finale, se moquant de lui. L'elfe ne répond rien de plus, et le combat commence, très équilibré. Le lion l'emporte en force et en vitesse, et en plus, le bras de l'elfe tremble. Malgré tout, chaque coup d'épée est bloqué dans une chorégraphie de véritable champion. Grâce à sa rapidité, l'elfe parvient à égratigner un peu l'œil de son adversaire, qui se remplit de rage et active plus de doigts chakra, rendant chaque coup encore plus puissant. Son épée finit brisée, et il est à un seul coup de la défaite. Pourtant va-t-il créer la surprise en esquivant l'attaque et avec ce qui était son bras blessé. Il lui assène un coup de poing chargé d'énergie qui l'envoie valser, s'écrasant contre un mur, se retrouvant coincé car il vient de perdre. C'était le conseil du protagoniste. Il a supporté toute la douleur de son bras blessé pendant le tournoi, combattant avec pour qu'à la fin son adversaire baisse sa garde. Et ainsi, il a pu garder ce coup final en réserve. Tout le Colisée le célèbre. Comme convenu, le protagoniste garde l'œil de cristal pour l'avoir aidé à gagner. Ils se séparent à nouveau, tandis qu'il fait ses adieux au vieux Vaï. On ignore s'il a trahi. On assiste toutefois à la pose de l'œil de cristal au vieux. Les premiers jours servent à récupérer. Sa vision reste fragile, mais il est touché de percevoir les couleurs. Cependant, ils sont interrompus par une lettre invitant les chefs des villages à conclure l'alliance de toute la montagne lors d'un grand banquet. Ce qui est clairement suspect, mais l'albinos doit s'y rendre. Cependant, on l'oblige à laisser son arme à l'entrée pendant que tous les chefs décident qui pourra diriger les autres. Pendant ce temps, Izo, de façon étrange, est impatient d'être choisi lui-même. Il propose qu'il s'allie pour conclure un accord avec l'Alliance. Mais Saoyun n'est pas convaincu. Il est clair que tout se passera bien au début, mais ils resteront le jouet des dieux. Ainsi, la plupart des chefs commencent peu à peu à le voir comme quelqu'un qui veut collaborer avec l'ennemi. Alors, sentant qu'il est en train de perdre, il sort sa carte maîtresse. Il révèle à tous que le vieux albinos est en réalité le frère du chef de l'Alliance. Ainsi, la haine se retourne et tout le monde le traite d'infiltré. Cependant, il est évident que son frère lui a volé le trône. Il n'aurait aucune raison de revenir, ils veulent donc seulement qu'il prouve sa loyauté en buvant le vin qui peut être ou non empoisonné. Il le fait et la plupart des chefs, ils acceptent que, puisqu'il est si puissant, il les dirige durant la Grande Guerre. Mais avec sa rage, Sisao précise qu'ils ne sont pas obligés de le suivre et de risquer leur village pour quelqu'un lié au Quiva depuis l'enfance. Les autres chefs s'inquiètent, le démon légendaire, porteur de chaos, les effraie-tant. Ils sont obligés de rester sans rien faire. Au final, la panique des autres vient du fait que l'Alliance pourrait les punir. Alors le festin continue comme si de rien n'était. Le vieil homme se rappelle qu'après l'opération, il ne devait pas utiliser son chakra sous peine de danger. Pourtant, en entendant leurs propos sur celui qu'il considère comme son fils, il force ses yeux, réussissant à voir un peu en remplissant ses bras d'énergie. Car ici, pendant que Sangra se lève, il s'apprête à cribler tous les chefs des villages dans cette salle, et quiconque se met en travers de sa sortie. Grâce au chaos, Jen et Yehuya étaient prêts à entrer. Mais ce n'est pas nécessaire. Tout ce qu'ils savent, c'est que maintenant, définitivement, il ne reste plus qu'un seul chef pour toute la montagne. Ainsi les jours passent. Mili rentre chez lui, mais il doit se préparer. Car maintenant, les royaumes à la frontière des montagnes préparent leurs forces. Pour affronter Saoyun avec de puissantes armes, ils sous-estiment leur adversaire. Bien qu'ils viennent d'une grande famille, ils pensent que sa cécité limite ses capacités. Sa présence serait une occasion de les éliminer. Le lendemain, ils rencontrent le royaume des bêtes, peu désireux de s'impliquer dans une guerre étrangère, mais prêt à faire un sacrifice pour s'entendre avec l'Alliance, et en finir le plus vite possible avec le vieil homme, qui est justement en train de traverser les terres des lions. Ceux-ci leur envoient une lettre disant qu'ils ne sont pas intéressés par la guerre et leur demandant de passer le plus vite possible. Cependant, il est clair qu'il s'agit d'un piège pour pouvoir les affaiblir, puis les prendre en embuscade avec une épée spéciale qui se nourrit des chakras, multipliant ainsi sa puissance. Ils doivent donc rester sur leur garde. Cependant ici, Saoyun semble faire un malaise, et cela les oblige à se reposer dans la région. Le vieil homme ne doit pas bouger pendant 7 jours, ni utiliser ses pouvoirs. Mais rester immobile leur donne un avantage en cas d'embuscade, car ils ont suffisamment de provisions pour se défendre et se nourrir,
tandis que le lion, au fil des jours, commence à manquer de nourriture. C'est pourquoi ils se retirent, et leurs alliés sont décidés à engager le combat de front. Après tout, les gens des montagnes ne sont rien d'autre que de faibles bandits. Cependant, le protagoniste prépare déjà des troupes pour attaquer par l'arrière, ce qui place les lions en position de désavantage dès le début. Mais le combat parvient à durer assez longtemps grâce à l'utilisation de canons contre les gens des montagnes. Malgré tout, la force des protagonistes est supérieure et ils parviennent à s'emparer de ce qui reste de la montagne, tandis qu'il ne reste plus que quelques adversaires au sol. Pourtant, l'albinos, avec sa puissante arme, est trop fier pour se retirer. À un moment donné, il fait un véritable carnage. C'est pourquoi Milin, pour éviter plus de morts, le défie au duel final entre guerriers. Le duel à l'épée commence à une vitesse folle pour les deux, mais la différence d'armes se fait clairement sentir, libérant une aura chargée du pouvoir des dieux. Pourtant, le protagoniste avance et bloque ce qu'il peut. Mais c'est lorsqu'il se retrouve enseveli qu'il active quelque chose de plus, libérant enfin les 4 chakras. Là, son énergie change, prenant une teinte rouge, où son arme devient son propre corps. Et avec cela, il finit par dominer son adversaire avec cet impact massif. Car comme le disent les règles des duels, il doit remettre son arme et se prosterner. Pourtant, le protagoniste ne voit pas l'intérêt d'une telle humiliation. Il sait que ce n'est pas sa façon de faire les choses, et il ne gardera pas non plus la relique. Ainsi, le géant reste confus, cependant il respecte sa force. Se retrouvant sans honneur et sans but, il décide d'accueillir cette bête parmi les troupes pour la nuit. Milin finit de se remettre de ses blessures. Mais l'aventure doit continuer. Et il a du travail à faire pour rejoindre l'Alliance et enfin affronter les dieux. Cependant, c'est ici que s'achève la première saison de ce Donghua, qui, dans le dernier épisode, nous a même annoncé avec une animation la deuxième partie pour 2022. Mais il n'est jamais sorti. Donc pour l'instant, il faut se contenter de ce Donghua, qui reste agréable à regarder. Je trouve que l'animation faiblit et que l'histoire saute pas mal de scènes qui auraient pu être épiques. Mais dans l'ensemble, c'est correct. Il ne reste plus qu'à en profiter pour ceux qui cherchent quelque chose d'inconnu. 3000 likes pour résumer les préquels, qui, il faut le dire, sont assez anciennes, et avec une autre animation. Mais si cela vous intéresse, je vous les apporterai immédiatement. Et pendant que nous avons plus d'épisodes de ce Donghua, je vous laisse avec une autre de ces histoires, qui en vérité est très bonne et assez méconnue. Cela commence avec le plus bas de la société, comme un humble esclave, obligé de se battre dans des combats sanglants contre ses propres compagnons. Ceux-ci sont tellement entraînés qu'ils se battent même pour la maigre nourriture qu'ils reçoivent. Rocco, un type assez fort, est le seul à réussir à maintenir l'ordre, ce que notre protagoniste, Zestus, admire et considère comme un ami, du moins jusqu'à ce qu'il soit forcé de s'affronter lors de la sélection des plus forts. Rocco est le favori, non seulement pour son physique, mais aussi pour son attitude, tandis que le protagoniste, maigre et faible, n'est que critiqué. Cependant, il a un maître derrière lui appelé Zafar, qui semble avoir confiance en lui. Pourquoi ? Simplement à cause de sa rapidité de réaction, qu'il démontre rapidement dans l'arène. Et même si son esprit l'empêche de blesser un ami, il est obligé de le faire, montrant qu'à seulement 15 ans, il est un diamant brut. Cependant, dans la glorieuse Rome, il n'y a pas de perdant, et le gentil Rocco finit par être tué dans ses bras. C'est ainsi qu'il est marqué comme l'un des esclaves choisis par le grand Valente, et avec quelques autres compagnons, on leur promet la liberté, après avoir remporté 100 combats. Le maître s'occupe donc de l'entraîner, lui apprenant à donner de bons et efficaces coups, à garder un esprit froid, mais surtout à devenir le plus rapide, étant donné sa petite taille et son incapacité à assommer d'un seul coup. Même si le vieux maître semble bien marqué par la vie, ses enseignements sont très sages, même si certains s'en moquent. Bref, Cestus et les autres sont emmenés au grand Colisée romain, où se célèbre le couronnement du plus jeune César à ce jour, le grand Néron, avec une multitude de combats de toutes sortes. Cestus rencontre même un blond qui semble très sympathique, lui indique le chemin et lui souhaite bonne chance pour les combats. Car beaucoup de ses adversaires seront même des adultes impitoyables qui finissent par massacrer les nouveaux esclaves. Pourtant, même si le protagoniste monte avec peur et affronte un adversaire qui est littéralement une bête, ce que même Néron, depuis les gradins, admettra comme un massacre, l'adversaire est si lent et gigantesque que Cestus profite de sa vitesse pour lui donner un coup à la tête qui l'endort. Il profite d'un peu de gloire, du moins jusqu'à ce qu'on voit qu'il a failli perdre la vie pour avoir défendu son adversaire, qui, comme on l'a vu, devait mourir. Pourtant, comme l'enfant a attiré l'attention de Néron, il finit par le sauver et l'invite même dans sa loge VIP, reconnaissant sa force et celle de son maître, que la mère de Néron se rappelle comme une vieille légende, ayant même combattu contre le garde royal Dimétrio, qui a aussi son fils comme élève, et ce n'est autre que le blond d'avant, appelé Rusca, une bête au combat, avec une brutalité digne de son père, et qui sera un exemple du niveau auquel le protagoniste devra faire face.
Ainsi, les deux sont emmenés au palais pour accompagner Néron. Cependant, l'enfant se distrait tellement de ses tâches que cela met sa mère en colère, qui fait combattre les deux guerriers à mort. Mais Rusca sait qu'il est bien plus fort que le protagoniste, et pour ne pas le tuer sur place, finit par l'assommer avec une clé. De plus, Néron, mécontent de sa mère, lui désobéit, ce qui calme les choses pour le moment. Même le César reste un temps avec l'esclave Cestus, tandis que Rusca est réprimandé par son père, qui ne voulait pas qu'il soit gentil, mais qu'il casse au moins les jambes de son adversaire. Cependant, le protagoniste ne s'en sort pas mieux, car pendant un certain temps, il subit de nombreux abus avec Néron. Propriétaire. Il a été victime des pires humiliations, finissant par tomber sur un gros homme qui les emmène, lui et son maître, jusqu'à la Grande Pompéi, où il est vendu à un candidat aux élections locales qui organise son propre tournoi de combat. L'organisateur n'est autre que ce type appelé Nazca, qui leur montre sa zone d'entraînement avec quelques compagnons plutôt compliqués, comme Andem, un antipathique qui se dispute avec tout le monde. Mais rien qu'en voyant sa façon de s'entraîner et sa force brute, on comprend qu'il est très fort. De plus, c'est un style de combat qui posera des problèmes à Cestus. Il faut donc s'entraîner pour l'instant. Cependant, le protagoniste curieux finit par rencontrer Sabina la nuit, pensant qu'il s'agissait d'un voleur. Mais c'est en réalité la plus belle femme de toute la ville. On découvre qu'elle est l'amour impossible d'Andem, qui, malgré sa force, est un vrai fan, un vrai gentil, un admirateur inconditionnel. Même si la fille le rejette, 1000 fois cela ne le dérange pas, même en subissant les moqueries de tout le monde. Pourtant, la fille n'est pas si mauvaise, et quand il faut aider, elle le fait, comme avec cette citoyenne dont la taverne a été prise par des harceleurs. Sabina emmène l'équipe du protagoniste pour les affronter, et c'est Cestus qui se distingue le plus, car à première vue, c'est le plus petit et le plus faible. Même si ses poings ne suffisent pas contre ce géant, il finit par attirer l'attention de la femme, ce qu'Andem n'arrive pas à faire. En fait, on découvre que ce type est fan d'elle depuis des années. Et la seule chose qu'elle a pu lui promettre, c'est que s'il accomplissait un record impossible de 50 victoires consécutives, elle lui donnerait la liberté et ferait de lui sa main droite. Il ne lui manque plus que 2 victoires. Cependant, c'est une histoire entre eux deux, le protagoniste n'y prête pas attention et continue simplement son entraînement pour rendre ses coups plus mortels. Même Zafar l'aide à pratiquer un coup qui non seulement assomme, mais tue ce que le protagoniste n'est pas sûr de vouloir utiliser. Pourtant, Sabina elle-même le fait appeler dans sa chambre, lui proposant de l'accompagner lors de son prochain voyage à Rome, non pas comme esclave, mais comme son garde du corps à partir de maintenant, le rêve de tout esclave. Mais le protagoniste, qui a déjà vécu avec un chef, en l'occurrence Néron, qui, cherchant un ami, s'est révélé être un abuseur, et dont il a dû s'échapper, décide que sa liberté, il l'obtiendra avec ses propres poings. Alors il la repousse. Il refuse donc l'offre, quelque chose que cette femme n'avait jamais vécu auparavant. Elle devient obsédée par le protagoniste, mais dans le mauvais sens, car elle ordonne à Andem, qui est pratiquement sa marionnette, d'affronter le protagoniste et de lui montrer le désespoir d'être un esclave. En effet, la brute est jalouse que Sabina, la femme qu'il respecte le plus, s'intéresse à un nouveau venu. Ce sera donc un combat intéressant. Avec un protagoniste qui petit à petit acquiert des nerfs d'acier qui lui permettent de s'entraîner et de s'améliorer. Ce coup fatal qu'on lui a appris, jusqu'au grand jour où la beauté de la ville est présente comme spectatrice. Le fait est qu'Andem est le favori du public grâce à toute sa carrière. Et lorsqu'on le présente, un simple garçon comme rival. Tout le monde l'accuse que ce sera trop facile. Mais rien de tout cela n'a d'importance quand le protagoniste devient sérieux. Il commence donc à attaquer avec une vitesse qu'Andem garde sous contrôle, attendant le moment parfait pour riposter. Mais le garçon continue d'accélérer, jusqu'à ce que le plus fort de Pompéi reçoive un coup direct au visage qui le met à terre un moment. Cependant, même si cela rend le public fou, les dégâts pour Andem sont minimes et le protagoniste vient d'épuiser sa résistance. Il est donc temps qu'il reçoive aussi sa punition, même avec des coups dans des zones spécifiques qui seraient aujourd'hui illégales, lui faisant perdre l'équilibre, mais surtout l'obligeant à attaquer. Andem en profite alors pour porter un coup très dangereux à la nuque, qui le laisse inconscient. Et même s'il se relève par pure détermination, il perd une partie de sa mémoire à court terme, ne ressentant que le danger dans lequel il se trouve, tout son corps vibrant de douleur. Commence alors un échange de coups, donnant et recevant sans arrêt pendant un bon moment, où tout le monde reconnaît la force de ce garçon de 15 ans et où une partie des gradins se range de son côté, y compris Nazca, qui a eu à son époque la même opportunité que le protagoniste en tant qu'esclave, mais a choisi la facilité en s'habituant à la belle vie. Maintenant, Cestus est la preuve de la détermination qu'il n'a jamais eue. C'est pourquoi il touche autant le public. Pendant ce temps, le protagoniste, sans s'en rendre compte, commence à toucher les côtes d'Andem, qui essaie de cacher sa douleur, mais perd maintenant en résistance.
Pour Zestius, il devient plus facile de lire ses attaques, équilibrant les choses. Ou du moins, c'est ce qu'il semblait, car Andem parvient à blesser le protagoniste au front, ce qui est mauvais pour la vision d'un de ses yeux, donnant à la brute le temps de récupérer. Avec un protagoniste aussi épuisé, il ne lui reste plus que le souvenir de cette attaque qui l'a tant entraîné. Il mise donc tout sur la dernière rafale de coups, dans laquelle il se blesse beaucoup, mais qui lui donne enfin l'ouverture qu'il cherchait pour porter un vrai coup fatal à la nuque, avec une précision qui endort directement Andem. Et même avec la motivation d'une Sabina désespérée, la victoire revient à Zestius, tandis que l'albinos ne reçoit que la haine de ceux qui avaient parié sur lui. Bien sûr, depuis le confort des gradins, car il ne descendrait pas se battre. Et puisque la voix du protagoniste ne suffit pas, Sabina, comme premier acte de bonté envers son fan, calme la foule pendant qu'elle fait ses adieux définitifs à Andem, ce qui pour lui est la pire des punitions. Pendant ce temps, le protagoniste se remet de sa grande bataille. Pourtant, l'attaque à la nuque d'Andem ressemble beaucoup à celle du protagoniste, et Zafar finit par découvrir que la même personne qui lui a appris cette technique a aussi entraîné Andem. Il s'agit de Démocrite, un vieil homme malfaisant qui aime expérimenter avec différents combattants et techniques. Une information précieuse pour Zafar, qui est à sa recherche. Malgré tout, Andem porte désormais un fardeau en moins et reconnaît finalement la force du protagoniste, tout comme le peuple de Pompéi, qu'il a facilement conquis grâce à son attitude et à sa résistance. Mais en réalité, tous les habitants de Pompéi mourront dans quelques années. Quoi qu'il en soit, le protagoniste doit continuer. Et maintenant, alors qu'il est exploité avec différents travaux pendant 1 an, il améliore à la fois sa condition physique et ses techniques. Un jour, 2 types apparaissent. Apparemment normaux, mais ils cherchent des guerriers pour combattre lors des événements du Grand Néron. C'est quelque chose auquel le propriétaire du protagoniste l'oblige à participer, dans une sorte d'éliminatoire dans ces mini-colisées où l'espace rend les combats difficiles. Cependant, Zestius n'a pas trop de problèmes contre ses premiers adversaires. Il les bat pratiquement à coups de gifle. Mais il devient de plus en plus brutal, frappant même des combattants au sol. Un tempérament qui lui cause des problèmes, et en parlant avec son maître, il s'avère que malgré son habileté, il n'arrive pas à donner forme à sa technique. Et il n'y parviendra pas s'il ne se concentre pas sur la connexion entre ses coups et son esprit. Pendant ce temps, on voit Félix, un autre esclave très habile, qui semble avoir trouvé sa propre façon de profiter des combats, contrairement au protagoniste qui devient de plus en plus tendu. Du moins jusqu'à son combat sous la pluie, où en mettant en pratique ce que lui a dit Zafar, il laisse son esprit se connecter au combat, aiguisant ses sens, et permettant à ses combos et attaques normales d'avoir la force de mettre KO n'importe quel adversaire. Il retrouve ainsi sa tranquillité et sa bonne relation avec ses amis, juste à temps pour rencontrer Félix, un type très confiant en lui-même et en sa chance, mais qui ne nie pas que l'attitude et l'aura du protagoniste sont celles d'un guerrier, devinant qu'ils se retrouveront en finale. Et c'est ce qui se passe. En fait, les deux sont conscients de la technique de l'autre, mais on voit Zestius beaucoup plus tendu que Félix qui profite des combats. Ce duel commence pour voir qui passera les éliminatoires et pourra voyager en Sicile pour l'événement principal. Zestius frappe sans arrêt, mais tout ce que fait Félix, c'est se défendre. Au bon moment, il change de posture pour en adopter une avec les épaules plus ouvertes, ce qui semble même idiot. Mais Zafar reconnaît que dans un espace aussi petit, cela fait que beaucoup des coups que Zestius pouvait bloquer touchent maintenant sans problème, ce qui devient une punition pour le protagoniste, qui finit par tomber plusieurs fois sous des coups aussi larges. Finalement, l'une de ses chevilles se blesse. Encore une fois, Félix se vante de sa chance. Et maintenant que le combat est entre ses mains, il décide d'attaquer beaucoup plus. Cependant, Zestius, tout en recevant des coups, observe aussi que chaque fois que son adversaire attaque de manière aussi ouverte, sa poitrine reste exposée. Il en profite donc pour l'envoyer valser pour la première fois du combat. Et même si cela remonte le moral de tout le public et des parieurs, la technique n'a pas été très efficace car la cheville du protagoniste lui fait perdre sa position au sol et donc de la force. Le combat continue donc, et maintenant que les deux sont à leur apogée, la bataille s'équilibre beaucoup, au point de devenir un duel de résistance pour voir qui tiendra le dernier coup. Même si Zestius reste désavantagé, car Félix contrôle mieux l'espace et l'acculant facilement, si bien que plusieurs fois, il est sur le point de s'évanouir d'un coup, ne lui laissant qu'un espace pour donner quelques coups de poing. Cela semblait inutile, mais à force d'être si constant, cela commence à affaiblir Félix. Avec la résistance brutale de ce garçon de 15 ans, le combat s'allonge encore plus. Maintenant, c'est la cheville de Zestius qui le met sur le point de tomber, et il ne pourrait plus se relever. Alors il décide de tout risquer dans une dernière attaque. Pour cela, il a maintenant trouvé les failles dans la défense de son adversaire et décide d'utiliser la dernière chose que son maître lui a apprise, contrôler la respiration de Félix.
Il profite donc d'un instant pour lui couper le souffle et lui asséner un coup au menton si fort qu'il l'étourdit, lui faisant perdre le contrôle du combat. Évidemment, ce n'est pas suffisant pour le vaincre. Alors le protagoniste utilise la technique en se plaçant dans le dos de l'ennemi, avec un point à hauteur des reins, un coup que même dans Mortal Kombat, on ne verrait pas. C'est tellement létal qu'en boxe actuelle, ce serait illégal. Et même si Félix veut se relever, il est maintenant littéralement cloué au sol par la douleur, offrant la victoire au protagoniste, qui était lui aussi à bout de force et n'a pas manqué de peu de perdre ce combat de titan. Même si les deux ont fini par uriner du sang toute la nuit, le lendemain, ils échangent le respect en tant que guerriers. Tandis que Félix part chercher du travail dans une autre ville, le protagoniste se dirige en bateau vers la ville de Sicile où aura lieu le grand événement. Pour cela, Zafar commence à le guider avec la dernière technique de son répertoire, la plus mortelle, celle avec laquelle il a même arraché l'œil de Démétrios. Pourtant, dès à leur arrivée, ils sont les moins soutenus, étant esclaves, alors que les autres sont littéralement des dieux de toutes les cultures du monde, avec des compétences totalement différentes. En fait, le protagoniste finit par rencontrer la gentille Roxane, et même Ruska, qui l'avertit que ce seront de vrais combats pour lesquels il n'a pas la force mentale. Cependant, ils n'ont aucune idée de tout ce que le protagoniste a amélioré et appris, des techniques que même lui n'oserait pas utiliser. Ainsi, même si sa marque d'esclave reste un motif d'humiliation pour tous, il prouvera avec ses poings ce que personne d'autre ne pourrait accomplir. Et cela, d'anciens compagnons comme Andem le savent très bien, puisqu'ils le retrouvent sur place, car lui aussi veut combattre dans le plus grand événement organisé par Néron, qui réunit les figures les plus imposantes des combats de l'époque. C'est ainsi que se termine la première saison d'un anime très divertissant, avec ses moments épiques, de haute tension et même de bonne motivation, que je recommande à ceux qui voudraient le découvrir pour la première fois. Pour l'instant, il n'y a pas de suite, mais espérons qu'il y en aura une un jour. J'espère que ce résumé vous a beaucoup plu, et comme disait mon père, je vous laisse.